L'Université du Burundi, en collaboration avec Vril UROS, a organisé dans le cadre de ses activités de recherche une conférence régionale sur le thème Contribution des universités au développement durable. Cette conférence a eu lieu le 19 octobre 2018 au CELAB. Dans leur sommet du 25 septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté le programme des objectifs de développement durable, ODD en sigle, décliné en 17 objectifs et 169 cibles connexes qui définissent les enjeux prioritaires pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice sociale et faire face au changement climatique durant les 15 prochaines années. Ainsi, d'ici 2030, le monde de la pauvreté et de la faim, plutôt que de continuer à détériorer notre planète et à laisser d'intolérables inégalités, créer du ressentiment et semer le désespoir. C'est dans ce cadre que les universités se sont inscrites dans la dynamique mondiale des ODD en s'appropriant du nouveau programme de développement durable très ambitieux et qui pose d'immenses défis pour sa mise en œuvre. Différentes présentations de ce jour étaient en rapport avec les 5 projets soutenus par la coopération VRIOS, à savoir appui à l'enseignement et la recherche en sciences de base, santé communautaire rurale, SACOR, santé, sécurité alimentaire pour le développement rural durable dans les provinces d'enseignement peuplées du Nord sous le climat changeant, promotion de l'état de droit et renforcement des capacités sur FOPAX, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la bibliothèque. Nous allons suivre certaines présentations de façon résumée et sera projet par projet. Notre sujet est en rapport avec l'état des lieux de l'enseignement de la physique au lycée Makamba. En fait, depuis 2014, nous faisons des descentes dans cette école qu'on appelle l'école pilote du CERDES. Le CERDES est un centre de recherche qui s'occupe de l'enseignement des sciences et la diffusion aussi. Et actuellement, avec les réformes, ça s'occupe de recherche en discipline. Et nous avons vu que les élèves, après, ils avaient des lacunes dans quelques concepts de physique, notamment le courant alternatif. Et nous avons été intéressés à savoir pourquoi, raison pour laquelle nous avons fait des investigations en rapport avec l'enseignement de ce cours. Et nous avons utilisé comme méthodologie des entretiens avec l'enseignant, le préfet, le directeur, en plus des visites de terrain. Et nous avons trouvé que finalement, malgré que c'était, on dirait, un grand lycée, un lycée qui se trouve au centre provincial, il y avait pas mal de difficultés, notamment en rapport avec disponibilité du matériel didactique, matériel surtout de labo et livres qui n'étaient pas d'actualité. Et ce qui faisait que l'enseignant enseignait de façon magistrale, il utilisait la méthodologie expositive au lieu de la démarche scientifique ou aller faire des TP. Et avec ça, alors on se dit que réellement, il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes dans l'enseignement de ce cours, dans ce lycée. Et ça coïncidait avec les résultats qu'on avait déjà reçus dans d'autres écoles, où on a proposé réellement de changer de la façon d'enseigner. Il faut abandonner la méthode traditionnelle qui était centrée sur l'enseignant pour tendre vers la méthode moderne, centrée sur l'apprenant, avec des excursions où il faut varier, où il faut donner du sens à ce qu'on enseigne. Et là, ça nécessite des recherches beaucoup plus approfondies. Nous proposons des recherches en didactique de discipline, surtout dans les écoles, en arrivant sur le terrain, pour se rendre compte des réalités. Et ça demande une conjugaison des efforts de tout un chacun. Qu'on a essayé d'aborder, c'est la distinction entre les pegmatites qui sont des corps intrusifs et qui sont actuellement prospectés pour
le coltan et la castérite. La problématique, donc, c'est la distinction entre les pegmatites qui sont minéralisées et qu'on dit également fertiles, et les pegmatites qui ne sont pas minéralisées et qui sont dites stériles. Alors, une des techniques qu'on utilise actuellement, c'est l'étude géochimique de certains minéraux contenus dans la pegmatite, et le minéral sur lequel nous sommes focalisés, c'est la muscovite. Voilà en gros l'intérêt de notre étude. C'est un intérêt qui est appliqué, mais en même temps, je suis un doctorat qui fait une recherche sur les relations entre ce qu'on appelle les corps intrusifs granitiques et la pegmatite. Okay. Donc, ce que nous avons pu préciser, les domaines de projection géochimiques dans des diagrammes appropriés qui ont été proposés par d'autres auteurs. Bien entendu, ces auteurs ont travaillé là-dessus depuis les années 70, mais en consultant, en lisant les publications, je restais toujours sur ma soif parce que l'échantillonnage n'avait pas été suffisant pour pouvoir permettre le domaine de projection des muscovites en provenance des pegmatites stériles ou fertiles. Et pour mener cette étude, pour préciser cette différence entre ces corps stériles et fertiles, nous avons dû mener un échantillonnage complémentaire et faire des analyses à l'université catholique de Leuven, une université avec laquelle on collabore et dans laquelle le doctorant que je suis fait sa thèse actuellement. ok. Vous pouvez y aller. La région d'Oka-Barore Mharamirundi, c'est une région qui est vraiment connue pour ses exploitations de coltan et de castérite. Et ces minéralisations sont dans ce qu'on appelle les pegmatites. Alors mon travail est porté sur le fractionnement de ces pegmatites. Et cette région est aussi presque la même région que la région du Rwanda, dans laquelle on a vraiment trouvé des pegmatites minéralisées. Alors, moi, j'ai essayé de comparer ce qu'on a trouvé dans la région de Gatumba, qui est au Rwanda, avec la région de Kabale Mharamirundi, qui est à 70 km de Gatumba. Alors, comme méthodologie, j'ai essayé de récolter des échantillons de muscovite et dans ces échantillons, il y a des échantillons qui proviennent de pegmatites en exploitation et d'autres échantillons qui proviennent de pegmatites non exploitées. Alors, et puis comme analyse, j'ai pu faire ce qu'on appelle la géochimie des muscovites. Et cette géochimie a été faite par la méthode ICPOS et ICPMS. C'était à l'université de la c'était à l'université de la KU Leuven, c'est en Belgique. Et comme résultat, j'ai constaté que les pegmatites de la région d'Oka-Barore sont fractionnés, sont hautement fractionnés et ils ne constituent pas vraiment une zonation par rapport à ce qu'on a trouvé au Rwanda. Pour dire que notre région d'Oka-Barore ne constitue pas une région où les pegmatites sont zonés. Alors, on peut en conclure que notre région est vraiment soumise à quelque chose de nos zonographies. Alors, il y a d'autres travaux qui sont en train d'être menés sur cette région, comme la géochimie des granites qui sont supposés être la source de ces minéralisations. Alors, ce travail est en cours. Peut-être que des résultats finaux pourront être communiqués, pourront être
vue dans les jours à venir et comme ça on pourra formuler une conclusion finale sur cette région. Je m'appelle Nyambi Serva, je viens de doctorat en mathématiques et j'enseigne ici à la faculté des sciences. Je suis le chef du département de mathématiques. Et le travail que j'ai exposé aujourd'hui est basé sur la détermination des facteurs explicatifs du diabète. Dans cette étude, j'ai choisi un échantillon à l'hôpital Roi Khaled composé de 100 individus qui s'étaient présentés pour se soigner là-bas entre 2010 et 2014. Parmi ces 100 individus, il y avait des gens qui étaient malades et d'autres qui n'étaient pas malades. Et notre résultat a montré, notre étude a montré que le diabète est influencé par l'âge et la glycémie. Et notre étude encore a prouvé que les gens qui avaient plus de 45 ans étaient plus exposés à la maladie. Et les gens qui avaient la glycémie supérieure à 6,9 moles par litre étaient aussi exposés à la maladie. Par contre, nous avons constaté que la maladie du diabète n'est pas influencée par le genre. Et en résumé, seulement on pourrait ajouter que notre étude manque encore une autre expansion, car les facteurs qu'on a cherchés, nous avons seulement étudié 4 facteurs, alors qu'en principe, il y en a d'autres facteurs. Donc on compte faire une autre étude pour progresser et pour déterminer d'autres facteurs. En conclusion, c'est ça que j'ai fait comme travail. Alors, le projet de recherche pour les résultats que j'ai présentés, il s'agit d'un article qui vient d'être publié en juillet 2018 dans les annales des sciences de l'Université officielle de Bukavu, mais il y a aussi d'autres articles. Alors, nous avons travaillé sur la biodiversité de la réserve naturelle forestière de Nkayamba. Nkayamba, c'est une forêt claire qui est située au sud du pays, dans la province de Rumonge, commune Rumonge. Alors c'est une forêt claire, mais qui est située à quelques mètres de la ville de Rumonge. Comme hypothèse de recherche, c'est que la proximité de la ville de Rumonge pourrait avoir si la biodiversité de cette réserve à long terme. Et nous avons essayé sur base d'une enquête, des observations visuelles aussi de terrain, mais aussi sur des visites au niveau du marché de Rumonge. Nous avons identifié les principaux facteurs de dégradation de cette réserve forestière. Alors, comme résultat, nous avons trouvé que dans la liste de toutes les espèces de la réserve forestière de Nkayamba, il y a 33 espèces qui ont été identifiées comme les plus sollicitées par la population. Et parmi celles-ci, on notera la présence des champignons comestibles, qui sont aussi très commercialisés au marché de Rumonge. Alors, ces espèces ou cette biodiversité est souvent sollicitée pour divers usages. Nous en avons retenu 4. Il y a ceux qui sont utilisés comme bois de chauffage, bois de construction, plantes médicinales et plantes comestibles. Toutes ces actions de recherche de plantes ou des espèces végétales sont souvent associées par des infractions qui sont souvent commises par la population, ce qui fait que la réserve naturelle forestière de Nkayamba est souvent sujette à d'importantes facteurs de dégradation, et nous en avons retenu 7 parmi ces facteurs de dégradation. Ce qui vient en premier lieu, c'est l'installation des cultures à l'intérieur. Il y a la recherche du matériel de construction, notamment les moellons. Il y a la recherche aussi, il y a le rejet des déchets à l'intérieur de la réserve, parce que la ville de Rumonge est située à côté du lac. Si, avec ces logés, ça pourrait avoir un impact négatif sur le lac Tanganyika. Vous avez aussi
l'effet de bourse qui sont souvent associés avec la recherche du pâturage, surtout pour le mois, pour les périodes de saison sèche. Alors, cette étude également a permis de formuler quelques recommandations et qui sont notamment liées toujours à cette dynamique de collaboration entre les gestionnaires de la biodiversité qui est l'OBPE. Il y a de l'autre côté la population riveraine et l'administration qui est au centre parce que l'administration aussi fait des infractions parce qu'elle dépasse les limites. Nous en avons aussi recommandé une autre qui est la plus importante, c'est de restaurer les limites de cette réserve, mais aussi d'y installer ce qu'on appelle des décharges pour accueillir ces déchets qui risquent à long terme d'être déversés dans le lac Tanganyika. Il y a un point positif quand même que cette étude a occasionné, c'est notamment grâce à ces actions, à ces résultats. Il y a la FAO qui vient de commanditer une étude sur l'élaboration d'un plan d'action et de gestion de cette réserve qui, à mon avis, pourra contribuer à maintenir cette réserve qui est très importante pour la population d'ici. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le projet 1 de VLIR, qui est intitulé Appui à l'enseignement et à la recherche à la faculté des sciences, comme vous avez compris dans le titre, il y a deux composantes. C'est l'appui à l'enseignement et l'appui à la recherche. Alors, les présentations qu'on a fait aujourd'hui, ils couvrent donc les deux aspects. En fait, pour l'appui à l'enseignement, c'est en fait essentiellement la première présentation. C'est moi qui l'ai faite. Alors tous les autres, alors il y a peut-être une des présentations. Donc on a montré un de nos doctorants, notamment encadré par ou bien appuyé par le LIR, qui présente une partie de ces résultats, c'est du côté enseignement. Sinon tous les autres présentations, c'est pour montrer en fait comment la recherche a été lancée au cours de ces périodes-là. C'est-à-dire des enseignants qui ont eu l'occasion d'aller faire des stages en Belgique. On leur a demandé d'arriver à des publications. C'est ça qu'ils sont en train de montrer. Les publications qu'ils ont faites, ceux qui ont été là en 2017. Et d'ailleurs, cette année en 2018. Sinon, la première partie que j'ai présentée sur l'évolution de l'enseignement, j'ai juste rappeler que l'enseignement des sciences, c'est quelque chose de particulier là. Ça exige non seulement une documentation à jour, des laboratoires bien équipés, avec les consommables qu'il faut, de pouvoir accéder sur le terrain, il faut donc des moyens et ainsi de suite. Alors j'ai commencé à montrer que au début du projet, juste dans les années 2010, tous ces moyens n'existaient plus. Parce qu'en fait, la faculté des sciences a eu une longue période de coopération. On venait de passer presque 10 ans sans coopération. Alors, ce projet venait nous aider à revenir à la normale. Alors, donc, c'est-à-dire montrer que, en fait, ce projet, il est en phase, il y a 3 phases. La première phase, c'était de 2011 à 2013. La deuxième phase, c'est 14 à 16. Et maintenant, on est dans la troisième phase, 17 jusqu'à la fin. Alors, pour la première phase, c'est d'abord qui a servi d'abord d'acquérir les équipements de laboratoire, et la documentation, et alors le matériel moderne pour l'enseignement. Deuxième phase, on a continué à acquérir ces équipements, ce matériel, mais aussi on a formé les gens à la pédagogie universitaire. Et maintenant, la troisième phase, on a encore grandi, on a équipé notamment des laboratoires d'informatique, l'Internet généralisé, et ainsi de suite. Et alors, le résultat maintenant, après donc, cette période, de ça, ma présentation a juste montré que par rapport à ce que c'était en 2010, peut-être l'enseignement à l'époque, c'était comme ce qui se faisait dans beaucoup d'autres facultés, là. L'enseignement qui était essentiellement de la dictée. Là. Les étudiants ne faisaient que gratter. On avait beau gratter vite, mais il n'y avait pas moyen de couvrir une matière suffisante pour une formation suffisante. Alors maintenant,
tel que l'enseignement se pratique là, maintenant tous les enseignants ont été formés à l'utilisation des méthodes modernes d'enseignement, TIC, des présentations par PowerPoint, recherche de documentation en ligne, sur Internet pour les enseignants et les étudiants. On a maintenant de nouveaux livres, c'est-à-dire en fait dans les années 2010, on avait des vieux livres des années 60, 80 et rarement jusqu'à des années 90. Maintenant, on a des livres qui datent vraiment les plus récents possibles. Même certains, on peut même les avoir en ligne. Donc c'est une manière, on peut dire que maintenant on a l'opportunité d'enseigner une science maintenant à jour et puis surtout permettre aux étudiants de se documenter eux-mêmes rapidement, d'avoir le plus d'informations qu'ils n'auraient pu avoir dans le temps avec les méthodes traditionnelles de prendre des notes se base de manuscrits dictés par les professeurs et ainsi de suite. C'était ça le but. Donc, pourquoi on dit que dans le titre, donc la modernisation de l'enseignement des sciences, des sciences grâce à l'apport de ce projet. Dr Sandra Ngunziza, je suis dans le département de médecine communautaire à la faculté de médecine et je suis en train de faire mon doctorat en santé publique ici à l'Université du Burundi ainsi qu'à l'Université d'Anvers en Belgique. Et je viens de présenter les résultats d'une étude que j'ai faite, laquelle étude visait à identifier les facteurs qui constituent des barrières et les facteurs qui constitueraient des atouts à la mise en œuvre d'un projet pilote qui est le financement basé sur la performance appliqué aux services nutritionnels et au niveau de la communauté au Burundi. Voilà, la méthodologie est passée par l'analyse des données de routine des activités de ce financement basé sur la performance appliquée aux services nutritionnels et j'ai conduit aussi des interviews avec les responsables des agents de santé communautaire et aussi avec les responsables du personnel de santé chargé de la supervision. Et j'ai identifié certains comme barrières que les agents de santé communautaire demandaient une formation de base, quitte à ce qu'ils puissent bien faire leur travail. Et aussi, les agents de santé communautaire demandaient à être appuyés, ça veut dire équipés pour la réalisation des interventions qui leur étaient assignées au niveau de la communauté. Et aussi, les agents de santé communautaire demandaient à ce qu'ils puissent être payés à temps pour qu'ils puissent continuer à vaquer à leurs interventions, à leurs activités. Et comme atout, qu'est-ce que j'ai constaté dans les zones où cette intervention a été bien mise en place, c'était que le personnel de santé au niveau du centre de santé était très impliqué dans ce projet, quant à la formation des agents de santé communautaire, quant à la supervision, quant à la sensibilisation de la communauté, la sensibilisation aussi des autorités administratives locales, et aussi ils pourvoyaient, ils leur faisaient des outils de rapportage gratuitement, ce qui était bien. Et un autre atout que j'ai constaté, c'est que la présence de certaines ONG qui œuvraient dans le même secteur était un atout dans le sens où ils ont formé les agents de santé communautaire en plus d'une journée que le ministère avait organisée pour la formation des agents de santé communautaire. Les ONG les avaient formés pour une longue durée et les ONG aussi leur pourvoyaient par exemple les intrants nutritionnels
pour les séances de démonstration culinaire et aussi les ONG pour envoyer des ustensiles et des ustensiles de cuisine et aussi des outils pédagogiques, des supports pédagogiques pour la sensibilisation de la communauté. Voilà, donc voilà en bref les résultats de mon étude. Comme ces résultats ont été partagés avec ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre de ce projet au niveau du ministère Santé et je pense qu'ils ont pris acte de ces résultats et je pense qu'ils ont été pris en considération pour la mise à l'échelle parce qu'on est au moment où je vous parle à la mise à l'échelle de ce projet. Merci. Je viens d'exposer sur un sujet qui concerne la neurocystécose cérébrale, qui est une infestation du système nerveux central par les vers de Taenia solium et son ver a comme intermédiaire le corps. Alors, la neurocystécose cérébrale se manifeste par plusieurs signes qui sont variables, mais le principal signe, c'est l'épilepsie. C'est l'épilepsie qui survient surtout chez les adultes jeunes, mais tardivement. Parce que la plupart de certaines épilepsies surviennent dans l'enfance, mais quand on a une épilepsie à l'âge adulte, là on suspecte soit une tumeur, soit une neurocystécose, surtout dans notre pays de grande endémicité. Nous sommes dans la zone où la cystécose se vit beaucoup et quand un patient vient avec une épilepsie dans notre hôpital, nous soupçonnons facilement cette pathologie. Il y a des cas de neurocystécose qui n'ont pas de signes cliniques ou bien qui sont révélés par des déficits. C'est le cas d'un patient que nous venons de présenter de 40 ans qui viennent de la zone où on consomme beaucoup de viande de porc ici dans notre pays et ce patient présentait uniquement un déficit moteur. Ce déficit moteur, c'est-à-dire l'incapacité de soulever son membre supérieur et sa jambe, malgré qu'il était paralysé, il n'avait jamais eu d'épilepsie. C'est après l'examen de scanner, donc la tomodensitométrie, qu'on avait remarqué qu'il avait finalement la neurocystécose, c'est-à-dire qu'il souffrait de ténias. Alors, le ténias, c'est un problème qui est beaucoup méconnu et qui se révèle par épilepsie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on se rend compte que la plupart de nos patients se sentent isolés dans leur communauté et dans leur famille, parce que quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie est fui par son entourage quelquefois. Si c'est une jeune dame, parfois, elle peut manquer même de mari. Autre chose qu'on a voulu souligner au cours de la présentation, c'est que la cystécose en général est radicale. Nous connaissons comment on peut attraper cette maladie, c'est en consommant la viande de porc mal cuite ou bien aussi en consommant des aliments souillés par des sels contaminés, par des aliments souillés par des sels qui contiennent les œufs de Taenia solium. Alors on peut éviter cette maladie en consommant, si on consomme bien sûr cette viande de porc, à la consommer bien cuite, ou alors aussi en évitant toutes les maladies, en se comportant lors de la nourriture où on doit éviter de manger sans laver les mains. Donc il faut laver les mains continuellement. Maintenant, si on doit manger la viande de porc, il faut s'assurer que cette viande est bien cuite. Autre chose qu'il faut faire, on peut aussi, sur le plan général, on peut déparasiter nos porcs. Parce que les porcs qui se promènent partout, ils tombent sur l'endroit où les humains ont déposé
où ils ont déféqué, là, ça peut être une source de contamination. Et pour rompre le cycle, alors, il faut déparasiter nos animaux. Il faut consommer la viande qui est bien cuite, si c'est la viande de porc. Il faut nettoyer les légumes que nous consommons, si ce sont les légumes crus que nous devons manger. Okay. Ma deuxième présentation concerne les traumatismes maxillofaciaux et où nous avons étudié les aspects tomodensitométriques, c'est-à-dire les images, comment ressemblent ces lésions après quand on a réalisé le scanner. Ce sont des traumatismes qui surviennent chez le sujet jeune et la cause principale, ce sont les accidents de la voie publique. Nous le comprenons très bien parce que les accidents de la voie publique sont fréquents et sont liés à l'augmentation du parc automobile, sans oublier aussi les engins à 2 roues, notamment les motos. Alors, ces lésions touchent souvent l'adulte jeune, autour de 40 ans, et s'accompagnent des lésions multiples. Ça peut être des lésions qui touchent les os, notamment l'os maxillaire, la face. Ça peut toucher aussi le cerveau. Le cerveau aussi peut être impliqué. Et là, quand le cerveau est impliqué, la mort aussi peut survenir après. Dans notre cas, nous avons trouvé aussi des fractures qui intéressaient l'os frontal. Et souvent, quand l'os frontal était touché, on a vu qu'il y avait aussi la présence d'air dans le cerveau. Et cette présence s'appelle pneumocéphalie. Il y avait aussi les cas où il y avait une contusion du parenchyme cérébral, ce qui compliquait le pronostic du patient. Alors, si ces lésions ne s'accompagnent pas de décès et qu'on obtient une guérison, par contre, il peut y avoir des problèmes esthétiques chez le patient. Et quand ces problèmes esthétiques sont présents, le patient est complexé de temps en temps dans la société. Et malheureusement, dans notre pays aussi, nous n'avons pas de chirurgien esthétique pour reconstruire la face comme avant. Nous pouvons réaliser une chirurgie plastique, mais la chirurgie esthétique, nous ne sommes pas encore à ce niveau parce que cette chirurgie coûte relativement trop cher. Alors la chose à faire, c'est surtout la prévention. Et la prévention doit se baser sur la maîtrise, le respect et la connaissance du code de la route, c'est-à-dire éviter l'excès de vitesse, le respect du code au niveau des carrefours, et ainsi de suite pour limiter ces accidents qui peuvent occasionner des lésions parfois mortelles au niveau de la face. Merci. C'est Zachary, je travaille à la faculté de médecine. Mon travail ma communication d'aujourd'hui, c'était en rapport avec la prévalence et les types de human papillomavirus. Human papillomavirus sont des virus qui causent le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Et ma communication, c'était en rapport avec la prévalence de ce virus, la prévalence des lésions causées par ce virus, ainsi que les types de lésions, ainsi que les types de HPV qui causent les lésions du cancer du col de l'utérus. On a vu que la prévalence de ce type de cancer est très élevée chez les femmes infectées par le VIH comparée à celles qui ne sont pas infectées par le VIH. On a vu aussi que les lésions causées par ce virus sont plus fréquentes chez les femmes infectées par le VIH comparées à celles non infectées par le VIH. Et les deux types de prévalence sont plus importantes chez les femmes infectées par le VIH, surtout en milieu rural quand on compare au milieu urbain. Et donc, il est important et intéressant que le ministère de la Santé publique mette en place une stratégie de lutte contre cette maladie et en particulier une vaccination qui couvre les types de virus les plus virulents qui sont le type 16-18, 31-33, 35, le 52 et le 58. C'est le non-avalent qui couvre un grand nombre de virus qui causent ces lésions
cancéreuses du col de l'utérus chez les femmes. L'objet de ma présentation, c'était d'analyser le problème de l'hypertension dans la province de Kirundo. L'enquête a été menée au sujet de 3028 personnes âgées de 25 à 64 ans. Et l'objectif de l'étude, c'était de voir dans quelle mesure le système de santé est capable de prendre en charge l'hypertension. Et il était question d'estimer la proportion de personnes dans cette tranche d'âge qui a l'hypertension. Et on a trouvé qu'une personne sur 4 avait l'hypertension, que c'est 25%. Et il était question aussi de voir comment les sujets qui étaient hypertendus au moment de l'enquête, de voir s'ils savaient déjà s'ils avaient l'hypertension ou non. Et nous avons constaté que parmi les sujets qui étaient hypertendus, un sujet sur 8 ne savait, seulement un sujet sur 8 savait qu'il avait déjà l'hypertension parce que un personnel soignant lui avait dit ça. La troisième question était de savoir si les sujets qui étaient hypertendus et qui le savaient étaient sous traitement au moment de l'enquête. Et là, nous avons trouvé que seulement 9% des sujets qui savaient qu'ils étaient hypertendus étaient sous traitement. La dernière question qui était posée était de savoir la proportion de sujets qui parmi ceux qui étaient sous traitement avaient leur tension artérielle contrôlée, donc c'est-à-dire normalisée. Et nous avons trouvé que personne parmi les sujets qui étaient sous traitement n'avait sa tension artérielle contrôlée. Donc cette étude démontre à quel point le système de santé de Kirundo et du Burundi en général n'est pas en mesure de prendre correctement en charge l'hypertension artérielle, et il est urgent que les décideurs mettent en place des stratégies pour un meilleur contrôle de la maladie. Okay. Intitulé à la recherche des solutions au problème de la surpopulation carcérale au Burundi. Et ces derniers jours, la direction des affaires pénitentiaires et le ministère de la Justice en général sont pleins de la surpopulation carcérale. Et c'est une réalité. Et on remarque que le nombre des prisonniers est supérieur à la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires. J'ai donné par exemple la prison d'Ongozi, qui a été construite pour une population de 400 prisonniers. Aujourd'hui, il y a 1400 prisonniers. C'est un problème très grave.
Et le problème est général, mais pour tous les établissements pénitentiaires. Alors, on s'est posé la question de savoir quelles sont les solutions. En réalité, ce ne sont pas des solutions à inventer. Ce sont des solutions qu'on trouve dans le code pénal. Il suffirait d'appliquer le code pénal correctement pour que le problème de la surpopulation carcérale soit résolu. D'abord, on a remarqué que la peine de prison a échoué partout dans le monde. Au lieu de contribuer à la réinsertion sociale, elle corrompt. La prison sert à corrompre. Alors, on ne peut pas l'abandonner parce qu'elle sert à quelque chose quand même. Mais il faut la diminuer. Je préconise de la diminuer autant que faire son pays. Il y a d'autres solutions. Il y a la condamnation conditionnelle qui est prévue par le code pénal. Il y a le travail d'intérêt général qui est prévu par le code pénal. Ces mesures qui sont alternatives à la peine de prison ne sont pas utilisées par les praticiens du droit, en l'occurrence les juges. Il faudrait aussi utiliser l'amende pour certaines infractions, comme les infractions d'affaires. L'amende est efficace et elle est moins d'ailleurs nuisible que la peine de prison. Enfin, on peut compléter ces solutions par des mesures qui sont dans le code pénal, comme la libération conditionnelle, comme la grâce, comme l'amnistie. Il faudrait appliquer correctement les règles relatives à la détention préventive. Si on utilise toutes ces mesures, il est certain que la surpopulation carcérale va diminuer. D'ailleurs, des magistrats le confirment que ces mesures-là sont efficaces. Voilà ce que mon sujet d'aujourd'hui. Je suis professeur Bob Kabamba, je suis professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Je suis venu ici dans le cadre des activités du LIR pour parler des résultats de mes recherches sur les questions ethniques et les élections. Et donc, qui concerne essentiellement le Congo, le pays voisin du Burundi, où la question ethnique, du point de vue politique, n'est plus un problème. Ça devient un outil de régulation des problèmes. Donc le système qui a été mis en place au Congo, c'était pour essayer de résoudre les problèmes des rapports ethniques entre d'une part les ethnies entre elles et ensuite entre les ethnies et l'État congolais. Et en mettant un mode de régulation basé sur les ethnies, ça a permis de pouvoir faire baisser les tensions entre les différentes ethnies, mais aussi entre l'ethnie et l'État congolais. Est parti du constat de l'existence des quartiers anarchiques dans la ville de Bujumbura. Et je me suis posé la question s'il n'y a pas une source soit légale, soit économique. Et c'est en visitant la loi, j'ai vu que dans le code foncier de 86, il y avait la possibilité de faire une expropriation au profit des personnes privées. Viabiliser la terre, puis la donner à des personnes qui peuvent reconstruire selon les normes de l'urbanisme. Mais dans le code foncier de 2011, on a supprimé cette possibilité d'exproprier et de viabiliser pour donner cette terre à des personnes privées. On ne peut exproprier que pour l'État. Ainsi, les propriétaires disent c'est nos terres, vous ne nous expropriez pas, mais en contrepartie, ils construisent de manière anarchique, ce qui occasionne des catastrophes comme celle de Gatunguru ou celle de Tcharama, et l'État doit prendre des mesures d'emblée. Si le Burundi appliquait le code de l'urbanisme, normalement, il devait interdire les constructions anarchiques parce qu'il est interdit de construire sans permis de construire. Et le Burundi devait l'appliquer systématiquement. Ou le Burundi pourrait interdire de construire dans les terrains non viabilisés en les déclarant des zones agricoles en attendant la viabilisation. Autre chose, le Burundi pourrait restructurer les quartiers pour éviter ce genre de catastrophes
ou aussi le Burundi pourrait permettre à des personnes privées de viabiliser avec les banques et en exigeant scrupuleusement, même pour les personnes qui ont des parcelles, de respecter les règles d'urbanisme. La solution radicale, ça serait qu'on permette encore l'expropriation au profit des personnes privées lorsqu'on voit que c'est vraiment utile. Et dans ce cas, il faudra réviser l'article 411 du Code foncier en y ajoutant au profit d'une personne publique ou privée dans l'utilité publique quand on voit que l'intérêt général veut qu'on construise de manière sécurisée en respectant les normes de l'urbanisme. Alors, au cours de mon exposé, j'ai en fait étudié la façon dont on pourrait mettre en œuvre le principe d'égalité entre l'homme et la femme en matière successorale. Alors, au départ, j'ai montré que ce principe est consacré en droit burundais, d'une part par le fait que le Burundi a ratifié la plupart des instruments internationaux qui proclament ce principe, et ce principe également se trouve dans la Constitution. Mais j'ai montré que, s'agissant du droit des successions, ce principe n'est pas mis en œuvre complètement, surtout en ce qui concerne la succession à la terre familiale. Alors, j'ai démontré qu'il y a des pesanteurs contextuels qui expliquent cet état de fait et qui expliquent également la résistance à mettre en place une loi qui consacrerait ce principe-là. Alors, c'est à cette occasion que j'ai montré qu'on peut développer une approche qui est pragmatique de la mise en œuvre de ce principe, une mise en œuvre graduelle, en mettant par exemple en place, du moins en adoptant une loi actuellement, qui consacrerait des avancées jurisprudentielles qui existent déjà, où on admet l'égalité pour les biens, par exemple, les biens propres, mais pas encore d'égalité complète concernant les biens lignagés, principalement la terre familiale. Et puis, en plus de ça, il faudrait qu'il y ait des campagnes de sensibilisation qui permettraient qu'il y ait une certaine évolution des règles culturelles vers de plus en plus d'égalité entre l'homme et la femme. Et enfin, il faudrait tout faire pour qu'il y ait du moins un plan de limitation de naissance, puisque j'ai montré dans mon exposé que l'explosion démographique a un impact également sur le fait d'avoir peur de mettre en place une loi qui consacre l'égalité entre l'homme et la femme, en plus de la rareté de la terre, etc. Donc il faut une approche qu'on appelle holistique, qui prendrait en compte toutes ces dimensions-là pour que, au bout du compte, l'égalité entre l'homme et la femme en matière successorale soit un jour une réalité. C'est ça. J'ai travaillé sur la problématique de l'accès à la justice des consommateurs au Burundi, où j'analyse si réellement le consommateur a accès à la justice. Et pour y arriver, bien évidemment, je passe par des observations, des interviews auprès des consommateurs sur les problèmes rencontrés. Et si j'analyse cette problématique, je trouve que le consommateur éprouve beaucoup de difficultés. Des difficultés d'abord d'accès à la loi, des difficultés d'accès aux juges et des difficultés d'accès à l'aide judiciaire. Et c'est pour cette raison alors que pour l'accès à la loi, nous proposons des dispositions qui doivent être consacrées dans l'ordonnancement juridique interne pour permettre aux consommateurs d'avoir des droits nouveaux. Et nous proposons également la simplification des procédures judiciaires, que ce soit au niveau des cours et tribunaux, mais également au niveau des recours extra-juridictionnels par l'installation de la médiation professionnelle. Et essentiellement, on voit que si le consommateur peut avoir accès à la loi, une fois que la loi est existante et qu'elle est bien faite, et que le consommateur peut avoir accès au juge par le biais de ces réformes, eh bien nous estimons que alors
le consommateur burundais pourrait être rétabli dans ses droits sans difficulté. Notre thème sera porté aux cours et tribunaux en Afrique, du Kenya, pour répondre aux objectifs du développement durable de 2030. Les cours et tribunaux sont des institutions judiciaires chargées d'appliquer le droit. En la matière, comme c'est le droit de l'environnement, ce sont des cours des tribunaux de l'environnement qui sont chargés d'appliquer le droit de l'environnement. En Afrique, nous avons vu qu'il y a, comme dans le monde, des cours et tribunaux de 4 catégories. Il y en a ceux qui sont fonctionnels, sont ceux qui sont projetés, ceux qui sont autorisés mais non encore fonctionnels, et ceux qui sont suspendus, donc qui ne fonctionnent plus. Il semble donc préférable de bien définir le concept d'environnement. Donc, tout, on dirait l'environnement, c'est ce qui nous entoure. On va voir que la terre, le sol, l'eau, l'air, ainsi que l'interaction avec l'homme constitue l'environnement. L'environnement donc peut être envisagé comme un patrimoine commun de l'humanité, même si ce concept ne répond pas aux principes exigés pour qu'un bien soit inscrit dans la liste de patrimoine commun de l'humanité. Nous avons vu les principes qui gouvernent le droit international de l'environnement. Nous avons vu également l'utilité de l'environnement, les problèmes de l'environnement, ainsi que ses conséquences sur l'homme. Pour le cas du Kenya, le Kenya nous a intéressés parce que le Kenya est le premier pays au monde à pouvoir consacrer constitutionnellement les cours et tribunaux de l'environnement. Et c'était en 2010 et en 2011 automatiquement le Kenya a mis en place une loi visant la création. Donc c'est une loi d'habilitation, d'application du texte constitutionnel. Donc la mise en place des cours et tribunaux qui sont compétents sur toutes les matières en rapport avec l'environnement et le foncier. Mais bien entendu, des critiques ne manquent pas. Il y en a ceux qui sont en faveur et ceux qui sont contre ces cours et tribunaux de l'environnement. Et je vous en remercie. Donc le programme suit plus ou moins les objectifs qu'on s'est donnés. Et après, qu'est-ce qui va se passer Après, qu'est-ce qui va se passer? Donc il reste encore, disons, le programme prend fin décembre 2020. Il y aura une année de sortie 2021, donc avec un événement de clôture, une consolidation des résultats obtenus, etc. Bon, on va devoir reformuler un nouveau plan quinquennal parce que bon, le plan quinquennal actuel, il finit en 2021. Donc pour 2022, on devra avoir un nouveau plan quinquennal. Espérons que le Burundi sera dedans, mais là, rien n'est promis. Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Présentation. Allez-y. Présentation. Voilà, donc je suis Kathleen Butak. Je représente ici le VLIR UOS. Le VLIR UOS, c'est quoi exactement? C'est donc la partie VLIR, c'est le Conseil interuniversitaire flamand. Et le UOS représente la coopération universitaire pour le développement. Donc nous soutenons des universités dans le sud, plus particulièrement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et donc ici, bien sûr, nous soutenons le Burundi avec l'Université du Burundi.
Merci. Alors, ça fait 8 ans que le projet est ici au Burundi. Quel point de satisfaction par rapport à la collaboration institutionnelle, par rapport à la réalisation des objectifs et des projets que vous êtes fixés en collaboration avec le chef de la médecine du Burundi? Ok, ben ça se passe plutôt bien. Donc effectivement, on a déjà 8 ans de collaboration. Ça avait très bien démarré. En fait, ça a toujours bien continué, quoique avec quelques difficultés, quelques retards en 2014-2015. Mais après, ça s'est bien repris. Et donc, jusque-là, on peut quand même dire que globalement, les objectifs jusque-là ont été atteints. Pas mal de résultats ont été obtenus aussi. Et donc, on suit ça de près pour que ça puisse bien finir. Parce que bon, quand même, le programme prendra fin en décembre 2020. Avec une année de sortie en 2021. Mais voilà, donc grosso modo, on peut dire qu'on a atteint les objectifs. Il y a la crainte de la durabilité, de la pérennité des projets que vous avez, qui vont prendre fin 2020. Et avec cet espoir de renouvellement, de réaffectation du projet, avec l'inclusion d'autres facultés, d'autres instituts qui avaient été suggérés par Mme le recteur. C'est ça. En fait, bon, tout dépendra du fait si le Burundi sera retenu dans notre nouveau plan quinquennal ou pas. Donc pour 2022, on aura un nouveau plan quinquennal. Et donc là, on va voir si le Burundi sera retenu ou pas. Si le Burundi est retenu, c'est sûr qu'il y aura une continuation. Ce ne sera plus dans cette forme-ci parce que bon, la coopération institutionnelle, elle prend fin de toute façon. Mais il peut y avoir d'autres formes de coopération, donc des projets, des réseautages, etc. Soit avec l'Université du Burundi, peut-être avec d'autres partenaires burundais. Ça reste à définir. Mais l'essentiel, en fait, c'est d'obtenir de sorte que le Burundi puisse être retenu dans